Grazie Giovanni, buongiorno a tutti. Malheureusement, je vais parler en français, je suis désolé. Je remercie Paolo Pasqualis de m'avoir invité et me donner ainsi l'occasion de venir en Italie, qui est un pays que j'aime tellement. Alors, je vais vous parler effectivement de l'acceptation et de l'exécution des actes authentiques. Ah, d'accord. Ok, c'était de l'autre côté. Il est clair qu'en matière successorale, l'acte authentique a un rôle absolument central. Et la Commission européenne, dès le début, a bien eu conscience de l'importance du notariat et a impliqué le notariat dans l'élaboration du règlement. Dès 2002, elle a commandé une étude à l'Institut notarial allemand sur le règlement des successions dans un contexte international. Un grand nombre de notaires étaient membres de groupes d'experts. Domenico Damascelli, notaire, a participé aux négociations du règlement au Conseil. Et il y a encore des queues de négociations actuellement dans ce qu'on appelle le comité de comitologie. Et il y a à nouveau des notaires présents dans les négociations de ce comité. Donc le notariat a vraiment été très impliqué. Et nous avons pu constater dans les réunions à Bruxelles combien il était difficile de parler de l'acte authentique, combien la notion de l'acte authentique est mal comprise, est difficile à expliquer, difficile à faire comprendre. Et encore maintenant, vous avez toujours des délégués d'Europe du Nord, Europe scandinave, qui vous disent « mais on ne comprend pas très bien pourquoi dans le règlement, on a l'air de donner une place à part à l'acte authentique, comme si un acte authentique était supérieur aux autres types d'actes. » Et alors vous devez inlassablement rappeler pourquoi un acte authentique est effectivement un acte particulier. Et quand vous l'expliquez, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile de l'expliquer. Parce que souvent, vous avez tendance à l'expliquer en vous référant à l'histoire. Alors quand vous faites ça, on est à Bruxelles, c'est un lieu où la pensée libérale a cours, et tout de suite vient à l'interlocuteur l'idée que c'est une survivance historique très sympathique, mais qui a vocation à disparaître dans le monde dans lequel nous sommes. Et en France, nous avons eu une expérience assez difficile. Il y a quelques années, le président Sarkozy a eu la curieuse idée, donc en 2007, 2008, 2009, il a eu la curieuse idée de nommer une commission dont l'objectif était de fusionner les professions juridiques par l'absorption de la profession notariale par les avocats. Et certains membres de la commission, dans les premiers projets de rapport, expliquaient que, oui, autrefois, les gens ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, donc il était nécessaire d'avoir un scribe qui prenait acte de leur volonté. Enfin, aujourd'hui, tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire. On n'a plus besoin d'une personne extérieure pour indiquer ses volontés. Et toujours dans la commission, lors d'une audition, un bâtonnier explique de façon très chaleureuse, avec conviction, pourquoi il faut supprimer les notaires. Question, que devient l'acte authentique ? Il est hors de question, donc réponse bâtonnier, il est hors de question de supprimer cet élément fondamental des systèmes de civil law. Alors, question, mais selon vous, quel est l'intérêt, quel est l'avantage d'un acte authentique ? Mais enfin, la date certaine. Donc, à nouveau, situation où les interlocuteurs sont assez dubitatifs. Et effectivement, trop souvent, on essaie de définir l'acte authentique par rapport à l'histoire ou par rapport aux attributs de l'acte authentique, la date certaine, la force exécutoire, la force probante. Oui, évidemment, l'acte authentique a ces caractéristiques-là. Mais en fait, l'acte authentique, c'est bien plus que cela. L'acte authentique est indissociable de l'autorité qui le délivre. Sans autorité telle que les notaires, il ne peut pas y avoir d'acte authentique. Sans acte authentique, vous n'avez pas de notaire. Il y a vraiment une relation fusionnelle entre les deux.
Et un acte authentique est authentique parce qu'il a été délivré par un tiers impartial, sélectionné, contrôlé par l'État, afin d'assurer l'application concrète et effective de la règle du droit. Et c'est en cela que le notaire est similaire ou se rapproche d'un juge. Il n'est pas le notaire d'une des parties, il est le notaire du contrat. Il est à égale distance des deux parties. Et il est là pour appliquer la règle de droit, mais pas simplement pour prendre les volontés des parties sous la dictée des parties. Il fabrique l'acte. Alors évidemment, l'acte sera plus ou moins bien fait, sera de plus ou moins bonne qualité. Enfin, on est loin d'un simple scribe qui prend acte de la volonté des parties. Et dans la définition de l'arrêt Unibank de la Cour de justice, cette notion arrive assez bien à transparaître, puisque vous connaissez la définition. L'acte authentique est l'acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité porte sur la signature. Alors sur la signature, je n'aime pas tellement la définition de sur la signature parce que ça renvoie trop à la notion de notary public aux États-Unis ou des notarius publicus scandinaves, dont effectivement le seul rôle est de certifier la signature des gens, mais ça n'a rien à voir avec notre travail. On n'est pas là pour certifier la signature des gens. Évidemment, on la certifie. On certifie que la personne en face de nous est bien celle qu'elle prétend être. Enfin, et l'authenticité porte également sur le contenu de l'acte qui a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire. Donc, le règlement dans l'article 3I reprend à peu près in extenso la définition de l'arrêt Unibank, puisqu'il précise qu'en matière de succession, enfin, en toute matière, l'acte authentique est un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l'État membre d'origine. Donc, en application de l'article 59 du règlement, l'acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que celle qu'il a dans l'État membre d'origine, où il y produit les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit manifestement pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. Donc là, la notion, c'est que selon les pays, la notion d'acte authentique n'est pas exactement la même, la force de l'acte authentique n'est pas exactement la même. Et pour couper court à toute discussion et aussi pour prévenir les velléités à l'époque, éventuellement des Anglais expliquant qu'eux aussi faisaient des actes authentiques. Alors, toujours ce genre de discussion, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit au début, mais toujours ces discussions difficiles à avoir. Pour couper court à ça, il a été décidé qu'un acte authentique aurait dans le pays B la même force probante que celle qu'il a dans le pays A. Pas plus, pas moins. Donc vous avez un acte authentique délivré en France, il aura en Suède la même force probante que celle qu'il a en France. L'inverse ne sera pas vrai puisque en Suède, la notion d'acte authentique telle que nous la connaissons nous n'existe pas. Alors, l'article précise, sous réserve que cela ne soit pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. Bon, on voit mal, en fait, comment il pourrait y avoir un problème d'ordre public sur un acte authentique, puisque ce qui a force probante, ce sont les constatations personnelles du notaire, la date et l'identité des parties. Alors oui, bon, évidemment, si le notaire fait n'importe quoi, il y a bien la procédure d'inscription de faux qui existe, mais on voit mal comment cela peut arriver. Et donc, si on prend un exemple assez simple d'un défunt qui avait établi son testament par acte authentique reçu par un notaire italien, il décède en Belgique où il résidait depuis de nombreuses années, donc la loi belge s'appliquera à sa succession. Il est certain que le testament authentique reçu par le notaire italien sera accepté par le notaire belge qui réglera la succession. Ça ne présente aucune difficulté, c'est déjà le cas actuellement et évidemment cela sera le cas lors de l'entrée en vigueur du règlement.
Si on prend un autre exemple un peu plus subtil, d'un notaire italien qui règle la succession d'un Français qui habitait à Milan depuis de nombreuses années. Donc bien évidemment, c'est la loi italienne qui s'appliquera à sa succession. Bien sûr, je prends des exemples dont le décès interviendra après le 17 août 2015, évidemment. Et donc ce défunt possédait des biens tant en France qu'en Italie. Il est clair que le notaire italien pourra recevoir l'acte de partage, bien que l'acte porte sur des biens situés en France et des biens situés en Italie. Et il est clair que l'acte de partage reçu par le notaire italien sera accepté en France. Et s'il y a 2 enfants, le bien situé en France est attribué à l'aîné, ce sera le cas. Après, vous pouvez avoir un problème pratique, concret, de publicité de l'acte dans le fichier immobilier français. Actuellement, il faudrait passer par l'intermédiaire d'un notaire français uniquement aux fins de publicité. Le notaire français se contenterait de résumer la partie de l'acte qui l'intéresse pour pouvoir le publier. Demain, pourra-t-on le faire directement? Alors, en l'état actuel des règles françaises, non. Est-ce que les règles françaises vont évoluer? Nous verrons bien. Je n'en sais rien. Mais il est certain que actuellement, seul un acte établi par un notaire français peut être publié au registre immobilier français. C'est d'ailleurs en vertu d'une loi assez récente qui fait suite à la commission dont je parlais tout à l'heure. Dans les négociations qui ont eu lieu, bon, la profession notariale n'a pas disparu en France, ça vous l'auriez su, mais dans les négociations qui ont suivi cette commission, le notariat a demandé et obtenu à ce qu'il soit inséré un nouvel article dans le Code civil, au terme duquel seul un acte notarié français peut être publié au fichier immobilier. Et à cette occasion, l'un des buts était également d'éviter qu'un certain nombre de types de jugements puissent être publiés. Donc désormais, certains jugements ne peuvent plus être publiés non plus sans passer par l'intermédiaire d'un notaire. Alors évidemment, ça posera peut-être un problème pour les notaires étrangers qui auraient aimé publier directement en France. Je sais que d'autres pays ont des législations moins fermées. Je ne suis pas sûr que si une contestation est portée, imaginez un notaire italien qui dresse un acte tel que celui-là, qui le rédige en italien et en français, évidemment bien rédigé, évidemment avec les mentions nécessaires pour pouvoir publier en France. Je ne suis pas sûr que si le notaire italien conteste la règle française, il n'est pas à gain de cause. Autrement dit, l'article du Code civil français qui donne un monopole au notaire français pour publier en France tiendra le temps qu'il tiendra. Si on prend un autre exemple, dans un cas un peu symétrique, sur un niveau différent mais symétrique, alors toujours un notaire italien qui règle la succession d'un Français, dont la dernière résidence habituelle était à Milan, qui laisse un conjoint survivant et 2 enfants communs. Il avait, alors qu'il habitait encore en France, établi une donation entre époux, au terme de laquelle il attribuait à son épouse l'usufruit de tous ses biens. Alors les donations entre époux, je pense que vous savez ce que c'est. Je sais que ça n'existe pas en Italie, mais je pense que vous voyez ce que c'est. C'est un acte extrêmement courant en France, au terme duquel chaque époux donne à son conjoint les droits les plus larges qu'il peut lui attribuer au terme de la loi, et au terme de la loi qui sera en vigueur au jour du décès. Je sais que ce type d'acte est interdit en Italie, mais il est très clair que, bien que la succession s'ouvre en Italie, le défunt, dans mon exemple, ayant désigné la loi française comme devant s'appliquer à la succession, le notaire italien devra appliquer la donation entre époux. Jusque-là, vous allez dire c'est logique, finalement, c'est la loi française qui a été désignée comme loi applicable à la succession.
Donc on l'applique avec toutes ses caractéristiques, y compris pour une donation entre époux qui aurait pu être établie. Du coup, j'ai fait l'exemple suivant, qui est similaire, sauf que cette fois, le défunt est italien au lieu d'être français. Il est italien et la succession est toujours réglée par un notaire italien. Cette personne a habité pendant plusieurs années en France, bien avant son décès, bien sûr, et alors qu'elle habitait en France, lorsqu'elle avait consulté son notaire français, elle avait également établi une donation entre époux en France. Donc un Italien qui, alors qu'il habite en France, établit une donation entre époux. Puis finalement, il revient en Italie et il décède en Italie. On est après 2015. Dans un cas pareil, c'est la même solution. La donation entre époux française devra être appliquée par le notaire italien, bien que cette fois, ce soit la loi italienne qui s'applique à la succession et que le défunt était de nationalité italienne. Et ça, en application de l'article 25 du règlement, qui précise que toute disposition en cause de mort, tout pacte successoraux, seront appliqués lors de la succession si lorsque le pacte a été établi, le testament a été établi, la donation entre époux a été établie, la loi applicable à la succession aurait été la loi du pays dans lequel l'acte a été établi. Et ça, malgré les dispositions de l'article 781 du Code civil italien. Le Code civil italien, enfin l'article 781 sera écarté. Et c'est là où c'est intéressant de voir que il est dit toujours sans arrêt, que le règlement a pour seul objet d'harmoniser les règles de droit international privé, mais surtout pas de modifier le droit matériel des États membres. En pratique, on constate que l'on va passer notre temps à appliquer des institutions venues d'autres pays. Si vous avez une question, vous pouvez la poser, n'hésitez pas. Paolo Pasqualis vient de m'indiquer que l'article 781 était abrogé. Alors évidemment, désolé, je ne le savais pas. Voilà, mais vous avez rectifié tout seul. Ça, c'est le problème d'intervenir dans des pays dont on ne connaît absolument pas la législation. On fait semblant de la connaître, mais on ne la connaît pas. Alors, comment vont circuler les actes authentiques? Alors évidemment, selon les pays, aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. Certains actes authentiques sont déjà acceptés dans le pays voisin. Les actes authentiques italiens sont déjà acceptés en France, donc ça ne présente pas de problème. Mais ils ne sont pas acceptés entre tous les pays. Ça dépend aujourd'hui des binômes, on va dire. Donc le règlement prévoit lui-même la procédure et précise qu'une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire prévu à cet effet en décrivant la force probante de l'acte authentique qu'il a dans l'État membre d'origine. En pratique, le formulaire, ça va être un fichier informatique que vous allez remplir avec un menu déroulant et vous allez remplir les mentions nécessaires au cas que vous aurez à traiter. Et en cas de contestation, l'article 59 précise que les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation pouvant porter sur l'authenticité de l'acte et statueront en vertu de la loi de l'état de délivrance de l'acte. Et bien évidemment, tant que la contestation dure,
l'acte authentique perd toute force probante et ne pourra pas circuler. Alors maintenant, si on en vient à la force exécutoire des actes authentiques, le règlement a repris essentiellement la procédure inspirée du règlement bruxellois. Et dans l'article 60, précise que l'acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58. C'est la même procédure que celle qui est prévue pour les jugements. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Bruxelles 1, mais c'est assez similaire. En pratique, comment ça marche? Imaginons un partage reçu par un notaire italien entre un frère demeurant en Italie et sa sœur demeurant en France. Au terme de l'acte, il est prévu que la sœur devra verser une soulte à son frère dans le délai d'1 an, par exemple. 1 an plus tard, c'est très mal, la sœur n'a pas payé. À ce moment-là, le frère se fera délivrer une copie authentique, ou exécutoire plutôt, une copie exécutoire de l'acte par le notaire, ira voir l'autorité compétente, je crois qu'en Italie c'est la cour d'appel, qui délivrera une attestation certifiant que l'acte a bien force exécutoire. Avec ces 2 documents, il ira voir l'autorité compétente en France, le président du tribunal de grande instance, qui délivrera une attestation, une déclaration constatant la force exécutoire de l'acte. Et muni de ces 3 documents, on en rajoute un à chaque étape, il pourra aller saisir directement les comptes en banque de la sœur en France à due concurrence de sa créance. Donc la procédure est assez efficace et ne devrait pas présenter de difficultés en pratique. Bruxelles ne l'a jamais présenté. Les notaires qui l'ont utilisé ont toujours trouvé que c'était assez simple, assez efficace, assez rapide. Enfin, le règlement, au terme de l'article 74, a prévu qu'aucune légalisation, aucune formalité, d'aucune sorte, ne sera exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement. Autrement dit, en matière de succession, toute exigence locale de légalisation, d'apostille, de formalités diverses sont purement et simplement supprimées. Actuellement, par exemple, entre la France et l'Espagne, il est nécessaire d'apostiller les actes notariés. En matière de succession, ça sera terminé. Une notoriété dressée en France pourra être produite en Espagne sans apostille. Vice-versa, évidemment. Je donnais d'ailleurs l'exemple d'un défunt dont la dernière résidence habituelle était à Rome, qui instituait comme légataire universel son neveu, qui demeurait en Estonie. Le neveu établit une procuration, n'a pas le temps de venir à Rome pour régler la succession, donc fait dresser une procuration par son notaire à Tallinn. La succession sera produite en Italie sans aucune formalité. Donc là, ça sera une grande source de simplification et de plus grande rapidité dans le règlement des successions. J'en ai terminé avec les actes authentiques. Merci.